Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport, il est 18h30. Si vous nous suivez en direct, c'est parti pour 26 minutes de reportage d'e-match et d'interviews de sport. Pour la 5e année consécutive et surtout la 5e depuis le début de l'histoire de la course du soleil, le Paris-Nice partait ce week-end des Yvelines et de Mantes-la-Jolie en marge de la première étape de cette édition 2014. Tous les passionnés de vélo s'étaient donné rendez-vous. Loïc Manan et Sylvain Rack viennent de lancer Footbar, une plateforme dédiée au football amateur yvelinois, commentaires de matchs et interviews des acteurs, comme les professionnels. Le golf de Faucherolles accueillait cette semaine, ce mercredi, la première étape de la Foot Golf Cup 2014. L'occasion de découvrir ce sport a priori fait pour les anciens footballeurs et surtout en quête de reconnaissance, évidemment. En fin d'émission, comme d'habitude, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, nous partons direction le Maroc et le Rallye des Gazelles 2014. Le 15 mars prochain sera donné le départ de la 24e édition du Rallye des Gazelles, ce rallye raid 100% féminin pendant lequel 160 équipages traverseront le Maroc, notamment dont 2 Yvelinoises qui sont à mes côtés, Christelle Lebert et Sophie Chevalier. Bonsoir à toutes les deux et merci d'être présentes sur le 7-8 Sport. Bonsoir Anthony. Tout d'abord, première question, on en parlait quand on préparait l'émission. Vous allez participer à votre tout premier rallye raid. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques jours du départ, Christelle ? Ultra motivée et on a hâte d'en découdre et d'y aller et de transformer toute la formation qu'on a eue puisqu'on revient du Maroc. Donc on a commencé à goûter aux dunettes et puis maintenant on n'a qu'une hâte, c'est d'y aller et puis de voir dans la vraie vie du rallye comment ça va se passer. De votre côté, Sophie, j'imagine que c'est le même sentiment d'impatience qui domine. Je compte les heures, les minutes même. On est vraiment très impatiente. Et comme disait Christelle, on a participé à un stage, on sait ce qui nous attend et on est archi prête. Vous faites partie de ces 160 équipages de ce rallye des Gazelles 2014, mais auparavant, vous avez dû passer quelques étapes de sélection au sein de votre entreprise. Vous travaillez pour la célèbre marque aux losanges au Technocentre. C'est déjà une première course en elle-même, cette sélection, non, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, puisque en fait, on a la chance, notre entreprise nous donne l'opportunité en fait de participer à ce rallye. Et pour cela, donc, il y avait différentes étapes à effectuer. Donc, la première, c'était une sélection sur dossier qui a commencé en septembre 2013, avec une lettre de motivation et puis un CV adapté à l'enjeu. Et ensuite, nous sommes passés à la deuxième étape, qui est le fameux week-end de sélection à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Donc là, on a passé diverses épreuves, du vendredi soir au dimanche midi, avec une course d'orientation nocturne, du bike and run, des entretiens psychologiques, du canoë-kayak, des montages de roues en moins de 3 minutes sur notre crossover. Et pas pour les amateurs, tout ça, quand même. Non, il fallait se préparer, mais Sophie pourra vous en parler. Ça fait un projet qu'on mûrit depuis 2 ans. Donc voilà, la transformation s'est faite cette année. Toutes ces épreuves, Sophie, c'était des disciplines que vous connaissiez auparavant, la course d'orientation, parce que ça va être quelque chose d'important dans le rallye. Course d'orientation, oui, on avait déjà participé à des courses avec une association locale. Et même l'année dernière, on avait fait des courses d'orientation, y compris nocturnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous avait vraiment plu. Donc là, on était aussi très prêtes pour cette épreuve. Par contre, on a fait l'épreuve du parcours du combattant organisé par les pompiers des Yvelines. Et là, non, on n'était pas très prêtes. C'était notre première. Depuis justement ce week-end, vous avez un peu axé votre préparation, peut-être au niveau physique, pour être un peu plus apte et prête on a surtout continué notre préparation, puisqu'en fait, on est quand même assez sportive et on continue à courir pour acquérir l'endurance dont on aura besoin durant le rallye. Donc on a la chance de travailler dans une entreprise qui est très bien située à côté de la minière, donc on peut aller courir le midi de temps en temps quand le travail nous le permet. Donc on va courir 1 à 2 fois par semaine pour justement garder cette endurance. Et puis on a également participé à des courses de karting sur le circuit Beltoise, toujours en équipe. Tout ce qu'on a fait depuis 2 ans, on le fait en équipe justement, comme ça nous permet de nous connaître, de savoir qui fait quoi. C'est devenu tout à fait naturellement pour cette formation au rallye justement. On a trouvé nos places ainsi tout à fait naturellement. Donc dans quelques jours, je le rappelle, vous partez pour le Maroc et ce rallye 100% féminin qui est le rallye des Gazelles. Pourquoi vous vous êtes lancée dans ce projet, Sophie ? C'est un défi, on avait besoin de quelque chose pour nous motiver, aller de l'avant.
savoir de quoi on était capable. Et justement, notre entreprise nous permet de réaliser ce rêve-là. Donc comme on s'est trouvés toutes les deux, on travaillait ensemble. Donc c'est un rêve qu'on partage et donc il fallait qu'on réussisse les sélections pour pouvoir partir. Rallye Raid veut dire souvent mécanique, parce qu'on peut avoir des petits soucis dans le désert quand même. Il y a des notions de mécanique chez vous ou pas du tout à la base? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous venons toutes les deux d'un milieu qui n'a rien à voir. Nous sommes dans le contrôle de gestion. Donc, comme quoi, l'entreprise nous fait quand même confiance, parce que ce n'est pas du tout notre tasse de thé. Toutefois, évidemment, on a quelques notions. On a des amis, évidemment, des différentes directions de notre entreprise qui nous ont aidés. Voilà, on ouvre un capot, on regarde un petit peu ce qu'il y a au niveau des niveaux, etc. Mais ce rallye, contrairement à un rallye classique, style Paris-Dakar, le soir, en fait, on a la chance, on ramène nos véhicules à un stand mécanique et c'est eux qui s'occupent de tout, des contrôles, etc. Nous, on doit juste vérifier les niveaux, que les pneumatiques sont OK, et puis savoir changer une roue pour pouvoir se débrouiller seul si nous devait nous arriver quelque chose. Christelle, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous êtes partie il y a quelques jours au Maroc pour découvrir un petit peu ce qu'était le pilotage dans le désert. Comment ça s'est passé, Sophie ? Alors, cette formation a été extraordinaire. D'abord, on est parti, donc ça s'adressait quand même à des femmes, donc comme nous, issues de milieux différents et sans grande connaissance mécanique et de pilotage. Et donc, ça a été très crescendo, en fait. On a commencé par passer des petits bancs de sable. Et puis, à la fin du stage, on a gravi des dunes ensablées. Donc, on a fait des passages de cailloux. On a vraiment testé tous les types de terrains possibles. Et donc ça, c'était très sympa. On a eu aussi l'opportunité de tester les plaques de désensablage en cas de tankage. Donc les pelles, pousser les voitures. Donc, Et vous avez défini à ce moment-là, j'imagine, peut-être vos rôles, pilote, copilote, qui va être au volant pendant le rallye? Oui, tout à fait. On avait déjà une petite idée de quel rôle on souhaitait tenir. Et cette idée s'est confirmée lors de la formation. À savoir, Sophie sera le pilote de notre équipe. Moi, je serai la navigatrice. On s'est tout naturellement trouvé bien confortable dans ces deux rôles. Sophie n'appréhende rien du tout. Enfin, elle n'a pas d'appréhension au niveau du pilotage, au niveau de la voiture. Elle est super à l'aise et puis elle passe partout avec le crossover. Et moi, je suis plus à l'aise au niveau de la navigation. Et puis, j'aime bien bouger, donc sortir de la voiture pour aller voir si ça passe et dire à ma coéquipière, vas-y par là, tout doucement. Ça me permet aussi de me dégourdir les jambes et ça me va tout à fait. Vous parliez de la navigation, c'est un point important et même très spécifique de ce rallye des gazelles, puisque là, on revient un petit peu à l'ancienne méthode. Il n'y a pas de GPS, ça va être la boussole et une carte, c'est un peu ça. Tout à fait. C'est la spécificité de ce rallye, ce n'est pas du tout la vitesse qui est mise en avant, mais ce sont les talents de pilotage et de navigation, puisque l'objectif, c'est de trouver un certain nombre de balises dans une journée. Et avec ce nombre de balises, il faut faire le moins de kilomètres possible. Donc l'équipage gagnant de l'étape sera l'équipage qui a fait le moins de kilomètres pour obtenir ces 6 ou 7 balises de la journée. Oui, une précision importante, c'est que la vitesse, en fin de compte, n'est pas importante dans ce rallye. C'est vraiment la spécificité du rallye des gazelles. C'est le nombre de kilomètres parcourus. Et pour parvenir à ces balises, on n'a pas de GPS évidemment, c'est de la navigation comme vous le disiez à l'ancienne, avec une carte des années 50, une boussole, un compas à viser, une règle et un critérium. Et là on fait Inch'Allah. Là vous avez tout ce qu'il faut en tout cas. Départ pour le Maroc le 15 mars prochain, samedi, après les vérifications techniques qui vont avoir lieu ce vendredi. On vous suivra, on sera près de vous au Trocadéro puisque la journée du 15 se déroule au Trocadéro. On suivra votre épopée et puis espérons que vous reveniez saine et sauve et puis nous raconter un peu cette belle expérience dans quelques semaines. Avec plaisir. Merci à toutes les deux. À très bientôt. Merci beaucoup. Pour la 5e année, je le disais dans les titres, la course du soleil partait ce week-end des Yvelines et de Mantes-la-Jolie. Et en marge de cette première étape de l'édition 2014 du Paris-Nice, les passionnés de vélo s'étaient donné rendez-vous. Image d'Élodie Moine. La course du soleil est le premier grand rendez-vous de la saison cycliste. Alors quand elle part des Yvelines, les spectateurs ne loupent pas l'occasion de découvrir le peloton. Regardez Paris-Nice, les coureurs, voir un petit peu l'envers du décor. C'est impressionnant quand même, surtout avec les voitures et tout, donc c'est impressionnant.
Le passage d'une grande course permet souvent de découvrir le vélo sous toutes ses formes, mais le cyclisme c'est surtout un sport chargé de braquets historiques. Avec un Tour de France qui a fêté ses 100 ans en 2013, les épopées des Coppi, Anquetil et autres Thévenets ont marqué les passionnés, ou plutôt les cadres sur lesquels ils réalisaient leurs exploits. Le système du vélo n'a pas trop changé par rapport à aujourd'hui. Des cadres en carbone, des roues ultra légères, les boyaux. Enfin, on ne roule plus avec des boyaux, on roule avec des pneus, qui est plus facile pour la réparation. Si les Yvelines semblent devenir la terre promise du cyclisme avec le passage régulier du Tour de France, ce 5e départ du Paris-Nice est la naissance du Vélodrome de 50 ans en Yvelines. Le monde de la pédale a encore quelques kilomètres à parcourir. Le cyclisme est un sport qui manque de reconnaissance, qui n'est mis en devant de la scène que chaque année grâce au merveilleux panorama qu'est le Tour de France. On voit que Paris-Nice, ça amène beaucoup de monde. C'est un événement vraiment majeur. Nous, effectivement, notre objectif, c'est de faire venir les gens à la pratique du cyclisme, que ce soit du cyclisme promenade, du cyclisme compétition, tout est ouvert. Ah oui, et pour la petite histoire, l'espoir français Nasser Boigny s'est imposé au sprint après 162 km et a pris par la même occasion le premier maillot jaune de leader. Vous venez de lancer Footbar, une plateforme gratuite dédiée au football amateur yvelinois pour l'instant avec commentaires de matchs et interviews des acteurs, un peu comme en Ligue 1 et vous êtes tous les deux là. Vous avez couvert votre second match ce week-end, l'affiche de 2e division de district Marly-le-Roi, Bois d'Arcy. Loïc Manan et Sylvain Rack, bonsoir à tous les deux. Merci d'être sur le 7-8 Sport. Tout d'abord, première question. Vous avez fait et créé votre plateforme en septembre 2013. Pourquoi avoir décidé de donner vie à ce projet ? Loïc, pour commencer. En fait, nous-mêmes, on est joueurs de sport amateur, de foot amateur, depuis qu'on est tout petit. Et l'action qui nous fait vibrer, c'est le moment où on marque un but et on se rend compte que c'est le moment où on va en voir une reconnaissance internationale parce qu'enfin, on a travaillé des heures et on marque ce but. Et en fait, on se rend compte que finalement, ça va concerner que nos coéquipiers. Du coup, l'idée, ce serait de dire qu'aujourd'hui, le football amateur est visible partout dans le monde, au même titre que le foot professionnel. Et notre objectif, c'est ça avec footbar.fr. Sylvain, c'était une frustration trop importante chez vous, ce but non resté dans le marbre grâce à une vidéo, non ? Alors moi, il faut savoir que j'étais défenseur, plutôt, donc des buts, j'en ai pas marqué énormément dans ma carrière. Mais par contre, effectivement, quand j'ai commencé le foot, je rêvais un jour de finir comme Zidane, peu importe. Et oui, au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas forcément le talent pour ça. C'est pas pour autant qu'on prend pas de plaisir à jouer au foot et qu'on n'a pas envie d'échanger, de refaire le match avec nos amis, comme si on était pro finalement. C'est aussi donner une belle vitrine au football amateur dont on parle peu finalement, peut-être aussi, non ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a les valeurs du sport amateur, elles sont souvent relatées quand on parle des JO ou des sports qui sont un peu moins médiatisés que le football. Le football, on voit énormément le sport professionnel qui draine beaucoup de médias. Et aujourd'hui, en fait, les valeurs du foot amateur sont parfaitement visibles sur Internet, donc on aimerait les diffuser. Comment ça fonctionne cette plateforme ? Vous couvrez, je le disais, les matchs en direct, en conditions de direct, avec vos caméras, vos micros. Et derrière, comment ça marche ? Si je suis footballeur, comment je fais pour voir mon match ? Alors la première chose, c'est un site internet qu'on a monté parce que notre formation, nous, on est ingénieur en informatique, télécom. Et donc on a monté une plateforme où les joueurs, après les matchs, vont se connecter et remplissent leurs statistiques. Ils disent qui a marqué, quelles a été les compos, les passes décisives, etc. Nous, notre plateforme derrière, elle récupère toutes ces informations et elle permet de mettre en lumière les joueurs en ayant les classements annexes, des buteurs, des passeurs, des classements sur les joueurs. Et dans un second temps, notre travail, c'est de mettre en lumière les gens qui ont brillé sur notre plateforme parce qu'ils avaient des stats, parce qu'ils faisaient des bons matchs. Et donc là, on fait des reportages photos sur le terrain le dimanche et de temps en temps, on va couvrir un match en vidéo comme s'il y avait une grosse équipe de télé qui allait couvrir les pros. Là, on permet aux amateurs de se mettre un petit instant avec le même niveau de reconnaissance qu'un joueur pro. Alors, vous étiez ce week-end au match Marly-le-Roi-Bois d'Arcy. On a posé quelques questions, évidemment, aux joueurs qui étaient concernés par votre intervention. On va voir un peu ce qu'ils pensent de Footbar. On les écoute. C'est plutôt sympa. On a l'habitude, en amateur, d'avoir 2 lignes dans le journal et encore.
Donc c'est plutôt sympa, je pense que c'est une bonne initiative en tout cas. Déjà parce qu'on fait du foot, parce que on adore ça, donc on a envie de se comparer avec ceux qu'on regarde à la télé tous les week-ends. Donc on a envie de voir ce que ça donne à la télé, un match amateur. Oh, ça change pas grand-chose en fait. Quand on vient comme d'habitude, on vient pour gagner le match, puis c'est tout. On va voir comment on se passe sur un terrain et le coach va peut-être faire des analyses dessus, je sais pas. Et puis il y a l'aspect technique qui est intéressant, c'est que vous donnez un support vidéo pour l'entraîneur de district un petit peu aussi, hein, Loïc. Oui, alors là, ça c'est une grosse demande des entraîneurs et c'est grâce à ça finalement qu'on arrive à avoir les autorisations pour voir les matchs. C'est-à-dire que eux, c'est une occasion vraiment unique de pouvoir revoir leurs matchs, faire des analyses. Donc on leur donne vraiment accès à toutes les données, ils ont accès à l'intégralité du match. Ils peuvent se refaire des séquences sur des plans précis, etc. pour retravailler ça avec leurs joueurs à l'entraînement. Pour l'instant, vous couvrez uniquement le district des Yvelines où vous avez justement des objectifs d'aller plus loin, d'autres districts en France peut-être? Alors, cette saison, c'était uniquement le district des Yvelines, c'est vrai. Dès la rentrée prochaine, on pense être à l'échelle nationale. Et donc, du coup, ça fera 102 districts partout en France. Et voilà, donc le but, c'est de faire parler un maximum du projet. Sylvain, sur la plateforme, pour l'instant, il y a combien d'abonnés? C'est peut-être pas le terme précis, mais qui suivent vraiment attentivement vos vidéos? Alors, les vidéos, c'est une chose. Nous, la plateforme, on l'a faite principalement pour les joueurs. Donc les joueurs, on est à peu près à 300 aujourd'hui joueurs qui reviennent après chaque match pour remplir leurs statistiques et les consulter. Et puis comme vous le disiez, les vidéos, là c'est quelque chose de plus large qui va toucher la famille des joueurs, les amis. Ils peuvent partager ça sur Facebook par exemple. Donc on a une audience un petit peu plus large. Vous parliez de statistiques, ça veut dire que quand ils les remplissent, on peut élire le joueur du mois, le gardien du mois, le défenseur du mois peut-être, non? Oui, exactement. Pour récompenser les joueurs de nous donner ces informations, notre site génère une fiche personnelle pour chaque joueur qui ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo. Donc on appelle ça le diagramme PES. Et derrière, le site calcule un score sur chaque match. Et du coup, on a effectivement l'homme du match, l'homme de la semaine, le joueur du mois. Et on fait des reportages et des interviews sur le fameux joueur du mois. La plateforme aussi permet peut-être à ces joueurs amateurs de se comparer vraiment purement au niveau statistique avec un joueur de Ligue 1. Exactement, donc on a mis récemment en place un petit jeu Facebook qui s'appelle C'est qui le patron? Et donc on peut choisir de comparer des joueurs, à la fois deux amateurs entre eux, deux professionnels entre eux évidemment si ça nous intéresse, et surtout un amateur et un professionnel, sur exactement la même base de données statistiques. Très bien, alors si les téléspectateurs et les footballeurs veulent vous retrouver, ils peuvent retrouver toutes ces statistiques et évidemment j'imagine s'inscrire www.footbar.fr. Prochain match que vous comptez couvrir, c'est où? Dans quel coin des Yvelines? Pour l'instant, c'est encore en... On détermine le match qu'on va voir 15 jours avant, parce qu'en fait, c'est une forme de récompense des joueurs qui s'investissent dans la plateforme. Du coup, on fait grimper un peu les enchères. Si vous voulez qu'on vous filme, utilisez le site. Et donc, du coup, on détermine ça 15 jours avant. Donc là, pour le moment, ce sera dans un mois. Donc, on fait un match tous les mois. Et donc, voilà, ils ont 15 jours pour gagner le trophée des joueurs et avoir la récompense. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Donc rendez-vous sur votre site pour voir le prochain match dans les Yvelines. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Le golf de Feucherolles accueillait ce mercredi la première étape de la Foot Golf Cup 2014. L'occasion de découvrir ce sport a priori fait pour les anciens footballeurs et surtout en quête de reconnaissance. Image de Jonathan Villeman. Il ne porte plus le même maillot et pourtant, il continue de frapper dans le même ballon mais sur un parcours de golf avec des chaussettes hautes, un gilet et un béret. Vous êtes au foot golf. Les règles sont celles du golf sauf qu'ici, pas de club, seulement des pieds pour faire entrer le ballon dans un trou de 55 cm de diamètre en un minimum de coups. Pas si facile même quand on a marqué près de 100 buts dans sa carrière de footballeur. Attends, il finit la gomme. Allez, tremble pas assis. N'aie pas peur. Ça paraît simple, ça paraît simple, à vue on a l'impression que c'est très simple et finalement les distances sont relativement faussées par rapport à un terrain de foot où c'est beaucoup plus rapproché. Là la distance est dure à jauger et après il y a forcément le terrain. Petit plat du pied, on n'est pas encore fini, c'est pour vous prouver qu'on a encore quelques qualités de footballeur. Ouais, non, mais c'est vrai que le dernier coup, c'est beaucoup de précision et c'est vrai que je pense qu'on a un petit avantage par rapport aux amateurs, on va dire. Né aux Pays-Bas en 2009, la discipline compte désormais 16 fédérations dans le monde. L'Argentine a d'ailleurs remporté la première Coupe du Monde en 2012 et la prochaine pourrait bien être organisée en France. Mais pour cela, les foot-golfeurs doivent d'abord être acceptés sur les greens. Termine.
fin 2014, on espère avoir 2500 licenciés. Et à horizon de 2-3 ans, c'est d'avoir entre 5 et 10 000 licenciés qui puissent commencer à pratiquer. On sait que pour ça, de toute façon, ça passe par le fait que certains golfs nous acceptent pour une pratique régulière. Parce que venir jouer comme ça une fois de temps en temps, c'est marrant, c'est ludique. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a qui peuvent se prendre au jeu et commencer à avoir envie de jouer régulièrement, comme au golf ou comme au foot. 3 Golf viennent de signer un partenariat avec l'Association française de foot-golf pour accueillir ce nouveau sport. Les Pays-Bas, venus en masse à Feucherolles, ont marqué leur territoire en remportant l'épreuve par équipe de cette première étape de la Foot Golf Cup 2014. Et si vous aussi vous voulez découvrir le foot golf, il vous reste encore 14 étapes à travers la France pour pouvoir jouer aux côtés de Sylvain Viltord ou encore Sidney Govou jusqu'au jour de la finale en octobre prochain à Paris. Allez, on passe aux résultats du week-end. En tennis de table cette semaine, Elancourt recevait au Palais des Sports Saint-Denis pour le compte de la 13e journée de Pro B. Les joueuses de Franck Saulnier se sont baladées, il faut le dire, et s'imposent 4 matchs à 0 avec un seul set concédé par Pénélope Saul. Elles continuent leur série impressionnante de 9 victoires consécutives en autant de journées de championnat. Et au classement, vous allez le voir, évidemment, Elancourt est leader avec 27 points à égalité avec Mayenne, mais avec 2 matchs en moins, vous le voyez. Autant dire que les Saint-Quentinoises ont leur destin bien en main pour la montée. En football, 20e journée de division d'honneur. Versailles s'est lourdement incliné à domicile face aux Mureaux, 3-1. Les Versaillais redescendent à la 7e place de leur poule. En promotion d'honneur, 16e journée, dans la poule B, Trappes s'est incliné 1-0 face à Saint-Leu. Deuxième défaite consécutive pour les Trappistes qui rétrogradent du coup à la 8e place. Dans la poule C, Guyancourt a perdu le derby yvelinois sur la pelouse du PEC 1-0. Et au classement, avec cette 9e défaite de la saison, le SG est désormais à la 11e place avec 25 points, à égalité de points avec Saint-Cloud. Et surtout, en position de relégable, les Guyancourtois vont devoir réagir très rapidement. En VTT, la 3e et dernière manche du challenge des Yvelines des écoles de VTT 2014 se déroulait ce week-end à la base de loisirs de 50 ans en Yvelines. Près de 150 jeunes VTTistes étaient regroupés, âgés de 8 à 14 ans sur le parcours trappiste. Et le niveau était élevé dans le peloton où se trouvaient des membres de l'équipe Île-de-France ou encore des participants au Trophée de France des jeunes VTTistes. Malgré le beau temps de ces derniers jours, le circuit de cross-country imaginé par les organisateurs Unimontin était loin d'être une partie de plaisir sur la selle. On écoute quelques jeunes. C'était dur, il y avait plein de bosses, c'était physique. Je me suis conservé. Après, j'ai pu doubler les autres. C'est pour ça que j'ai gagné. Ah, c'est grave, il y a des moments où c'était assez grave et surtout dur, un petit peu dur. Donc voilà. Ouais, il était gras et puis il y avait des obstacles, il y avait quelques petits bosses des fois, voilà. Il y avait du football féminin ce week-end, 17e journée de promotion d'honneur. Elancourt recevait Vauréal. Les Amazones se sont imposées sur le plus petit des scores, 1-0, grâce à cette 4e victoire de la saison. Les joueuses de Dany Lègle sont désormais 7e de leur poule. Handball, 15e journée de nationale de féminine. Montigny, 4e, recevait le 3e Val d'Orge. Et les Unimontaines se sont inclinées d'un tout petit but, 24-23, et perdent du coup une place au classement. Elles sont désormais 5e. Et pour terminer ce 7-8 Sport, comme d'habitude, l'agenda du week-end de rendez-vous à ne pas rater. Tout d'abord, ce dimanche, il y aura de l'aviron à Versailles, les régates de Versailles sur le Grand Canal du Château. 1500 rameurs devraient être présents sur le plan d'eau répartis en 15 épreuves. Premier départ à 8h30 et finale à partir de 14h30. Et ce dimanche, toujours, stage d'initiation au Krav Maga gratuit et exclusivement réservé aux femmes au gymnase des Pyramides de Voisins-le-Bretonneux, début à 10h. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain. Excellente soirée sur TV Fil.